À l'émission cette semaine, on fait l'essai de 2 véhicules. Nous avons en studio l'Acura TLX. Marc Bouchard, lui, fait l'essai de la Toyota Camry. On poursuit nos chroniques avec des harnais pneus mécaniques et Silverwax. Également, beaucoup de nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Tout cela dans un instant. Voilà, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis avec Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Très bien. Bien content de te retrouver après une semaine de congé d'émission, mais tu travaillais. Oui. Non. Attention, je suis allé me sacrifier dans le désert de Palm Springs pour essayer le nouveau Mazda CX-70, dont on aura l'occasion de reparler là, dans une prochaine émission. Oui, peut-être la semaine prochaine même. Donc, on va en parler beaucoup de ce nouveau véhicule. Marc, tu es arrivé avec l'Acura TLX, une berline, probablement la berline la plus agréable à conduire sur la route. Si on fait abstraction de la marque Acura, qui, par les temps qui courent, en arrache un petit peu plus, mais lorsqu'on parle de berline puis de plaisir de conduire, c'est vraiment le véhicule qu'on doit regarder. C'est un des véhicules, parce qu'évidemment, on veut se mesurer aux Allemands, et je suis obligé de te dire qu'on n'est pas tout à fait là. Il manque quand même un peu de l'enthousiasme germanique qui vient avec les BMW notamment. Mais oui, tu as raison de dire que c'est, du point de vue des berlines japonaises, en tout cas, et c'est vraiment un véhicule intéressant et agréable. Bon moteur, c'est un V6. Nous, on a la version là, Type S en plus, qui est un petit peu plus punché, mais il n'y a que 2 versions. Hein? Donc, il y a la E-Spec et la Type S. Donc, c'est assez simple. Moteur V6, 3 litres turbo. Quand même 355 chevaux, 354 livres-pieds de couple, transmission 10 vitesses, qui est assez efficace, qui est rapide quand on la met en mode sport. Quand on met le véhicule en mode sport puis qu'on utilise les palettes au volant, j'ai été étonné de la vitesse de réaction de la transmission. Sérieusement. Dans ma mémoire, elle était beaucoup plus lente que ça. Je ne sais pas s'ils l'ont améliorée ou si c'est moi qui, en vieillissant, n'ai pas les mêmes réflexes. Mais j'ai trouvé qu'effectivement, elle répondait beaucoup mieux. En fait, je vais commencer tout de suite par le plus gros défaut de ce véhicule-là. C'est le système d'infodivertissement et son ergonomie. La personne qui a inventé ça mérite d'être punie à genoux dans le coin pendant des jours. C'est une catastrophe épouvantable. C'est-à-dire qu'on a un écran, un pavé tactile pour contrôler ça, mais on n'en a pas un, on en a 2. Parce que l'écran est divisé en 2. Donc, tu as un petit bout de pavé tactile qui te permet de sélectionner et tu as l'autre grand où, théoriquement, il est le reflet de ton écran. Donc, si tu appuies dans le coin en bas à gauche, ça devrait normalement aller dans le coin en bas à gauche. Le problème, c'est qu'en roulant, c'est pas si simple que ça. Tu as des trucs qui te demandent des interventions et tu essaies de faire vite parce que tu dis la prochaine bosse, je vais manquer mon coup, puis je vais encore changer de poste de radio. Bref, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment la pire affaire. La bonne nouvelle, c'est que chez Acura, on est en train de l'enlever. Les nouveaux modèles l'ont perdu, mais la TLX datant déjà de quelques années, on a encore ce système-là. Et je le répète, c'est un des plus mauvais sur le marché. Ça me rappelle de Lexus qu'on avait la même affaire. Exactement. Et on a toujours chialé quand c'est pavé tactile-là. Exactement. À la base, c'est une bonne idée. Oui. Sauf que dans les faits, c'est difficile à rendre. Puis Lexus, au moins, avait comme une petite souris qui te donnait une sensation. Là, c'est vraiment comme un ordinateur portable où tu dois glisser ton doigt sur le pavé. C'est pas simple, surtout dans l'état où les routes sont actuellement, avec des nids de poules un peu partout. Là, tu fais des fonctions qui ne sont pas toujours prévues. Pour le reste, cependant, là où tu as raison, c'est de dire que c'est un véhicule qui est agréable à conduire. Un véhicule qui est relativement confortable, hein? On a un bon ajustement, une bonne position de conduite. Sincèrement, dans les berlines à caractère sportif, c'est vraiment une bonne position. On est bien assis, on est à bonne hauteur, on est bien soutenu. Le rouage, le fameux SH All-Wheel Drive, là, Super Handling All-Wheel Drive, vous aurez compris que c'est un rouage intégral intelligent, donc qui répond aussi en conduite dynamique, qui est capable d'aller jouer avec le couple sur les roues intérieures ou extérieures selon les besoins, et ça nous permet une tenue de route qui est assez exceptionnelle. Les suspensions sont bien adaptées en mode confort. Moi, j'ai fait de l'autoroute beaucoup, et en mode confort, ça se comporte très bien. Petit bémol,
moyenne 11,2 litres au 100 de moyenne de consommation. Dans mon cas, parce que j'ai fait aussi beaucoup de villes, je suis à 11,9. Ça commence à être élevé pour une berline, mais il va être temps qu'on rajeunisse un peu cette mécanique-là pour la rendre plus économique. Bien, c'est une berline à tendance sportive pure. Oui. Là. C'est vraiment une berline qu'on peut pousser, qu'on peut s'amuser. Et évidemment, bon, 3 litres fait en sorte que ça doit consommer. Puis si on regarde les autres berlines sportives aux allemandes et tout ça, on va être dans ces eaux-là au niveau de la consommation. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment la direction précise de ce véhicule-là. Tu touches le volant, ça répond immédiatement. Et le confort des sièges, parce que on parle souvent des sièges de Volvo ou des sièges Acura dans les sièges de véhicules, surtout sportifs comme ça. Le confort, pour moi, ma physionomie, c'est parfait. Alors, j'adore. Et pour la mienne aussi, je te dirais. C'est assez polyvalent. Il y a des éléments majeurs pour cette voiture-là. Qualité de finition, qualité des matériaux, qualité mécanique, donc fiabilité, coût d'entretien raisonnable également. Et c'est des voitures qui sont durables. Alors, beaucoup de choses qui sont en faveur de cette voiture-là. Et on pourrait continuer plus loin. C'est une berline, tu as de l'espace en arrière. Souvent, dans les berlines à connotation sportive, l'espace arrière est beaucoup plus limité. Moi, j'ai embarqué mon grand fiston qui fait 6 pieds 3, assis derrière moi, puis il n'y a pas de problème. Il était très bien et très confortable. Tu as un bon espace de chargement. Tu as un coffre qui est tout à fait facile d'accès et qui est facile à utiliser au complet. Donc, il y a beaucoup de bons éléments. Et l'autre, qui n'est pas négligeable non plus, bien, c'est le prix. C'est pas si cher. Oui, tu vas me dire, c'est dispendieux, mais 66 500 pour celle qu'on a en studio, qui est la Type S. C'est pas si mal quand on la compare à ce qu'on fait à peu près dans le même créneau. Tu sais, je te rappelle que tu vas aller te chercher une Toyota Camry tout équipée, puis elle va être à 52 000. Ouais. Puis on n'est pas exactement dans la même conduite et dans la même spécification. Donc, on est vraiment dans un bel ensemble du côté de chez Acura. Le problème, bien, tu l'as dit au début, c'est les problèmes de la marque. Une marque qui est en perte de vitesse, qui ne vend presque plus de véhicules. Les véhicules qu'elle vend, ce sont essentiellement des VUS. RDX, MDX, là, ça reste... Mais le RDX, surtout... Puis même là, le MDX, c'est un peu moins. Là. Non, le MDX, c'est vraiment en chute libre, mais le RDX, aux États-Unis, le RDX, l'an passé, 43 d'augmentation des ventes. Un véhicule qui n'a pas changé, pas du tout. C'est un peu surprenant. On l'a découvert. C'est un véhicule, effectivement, qui connaît. Mais la TLX, ça ne se vend pas. Et à ma grande surprise, ironiquement, quand je suis rentré sur le pont de Québec aujourd'hui, dans la voie de gauche, il y avait une TLX blanche identique à la mienne. Le gars avait l'air comme surpris, il m'envoyait la main. Alors, c'est très rare qu'on en voit parce que c'est une voiture qui est assez, qui est assez pointue, là, qui s'adresse à une clientèle, mais la conduite est agréable et le look, on n'en a pas parlé. Mais je te dis que pour une voiture sportive, elle est très réussie. Je trouve qu'on a fait un beau travail en termes de design. Elle a l'air athlétique, elle a l'air musclée et on la sent comme ça. Honnêtement, elle a de très, très belles qualités. Si vous pouvez juste diminuer un peu la consommation pour arranger le système d'infodivertissement, ce serait une voiture presque parfaite. Bien, c'est une berline en fin de vie. Là. C'est une berline qui va être, j'espère, renouvelée parce que présentement, la tendance, c'est des abandonner, ces fameuses berlines, surtout celles à tendance sportive. Mais chez Acura, j'espère qu'on va continuer dans cette lignée-là. On ne peut pas en avoir 10, je comprends. On a déjà l'Integra qui tire de la patte, puis que c'est pas une mauvaise voiture, là, l'Integra. Loin de là, c'est une superbe voiture. Mais au prix qu'on demande pour la voiture, bien, on va voir ailleurs. Alors, j'espère que du côté d'Acura, on va continuer parce que c'est un peu l'ADN de la marque. Oui, les sports utilitaires, c'est bien beau, mais ça prend du sport chez Acura. Ouais, le problème, en fait, il va être là. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'on va la poursuivre parce que le marché de ces berlines-là est une catastrophe là, pour toutes les marques. Là. C'est pas... Et pour le moment, on n'a pas les plans d'électrification d'Acura non plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... On va avoir un ZDX, là, qui est... Oui, mais c'est un ZDX qui est un GM. Qui est un GM, puis l'entente avec GM étant finie, bien, on va avoir une génération de ZDX, puis ça va finir là. Et un nombre limité. Exactement. Alors que, tu regardes du côté des Allemands, qui sont les principaux rivaux de cette voiture-là, bien là, on a la i4, on a la i5 chez BMW, on a, des véhicules qui sont déjà établis au niveau électrique du côté des Allemands.
Acura n'aura pas le choix de suivre, hein, on l'a dit depuis longtemps, que ce soit avec des hybrides ou des électriques d'ailleurs. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'espoir de revoir une TLX telle qu'on la connaît dans un éventuel catalogue Acura, mais ça va effectivement prendre une berline un peu plus sportive, un peu plus dynamique, si on veut préserver ça. Mais, tu sais, le pain et le beurre de la marque, ça demeure les VUS. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va continuer de miser, malheureusement, du côté de chez Acura. Bien, malheureusement ou heureusement. Heureusement pour eux. C'est ça. Mais... Malheureusement pour nous, heureusement pour eux. J'ai hâte de voir les plans. J'ai hâte de voir les plans parce que c'en est une marque qui est assez discrète, où on n'entend pas parler vraiment beaucoup de qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. Ça, c'est comme Honda qui nous présente des concepts où ils disent que c'est pas tout à fait prêt pour la production. Les lumières arrière vont changer. Généralement, ils sont à peu près comme ça. Oui, c'est ça. Mais chez Acura, on n'a pas vraiment de concept, donc on n'a rien vraiment à se mettre sous la dent pour savoir qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. Merci beaucoup, Marc. Plaisir. On se revoit plus tard. Oui. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et au retour, je m'entretiens avec Danny Bellil. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, pour cette chronique mécanique, cette fois-ci, on va aller sous le véhicule. Danny, Oui. on va regarder toutes les composantes qu'il faut vérifier et inspecter. Il faut commencer avec qu'est-ce que tu as là pour nous, évidemment. Donc, on va jouer dans la suspension pour commencer. Effectivement. Puis avant d'embarquer dans la suspension pure et dure, premièrement, on a parlé dans les chroniques précédentes, l'alignement. Tu sais, on arrive avec l'alignement. Avant de faire un alignement, on fait une vérification de conduite. Et là, on va arriver avec certaines choses, de dire, bon, vous avez une tête d'amortisseur qui est saisie, vous avez un bushing, un coussinet qui commence à craquer ou qui est complètement parti. De là, l'importance annuellement de faire au moins une vérification de conduite, de voir qu'est-ce qui se passe sous le véhicule. Il faut aussi que le propriétaire soit à l'affût de son véhicule. C'est exactement là que je m'en allais, parce que même en une vérification de conduite qui va être très exhaustive, c'est possible qu'il y a des choses, exemple, un véhicule qui tire, un véhicule, l'alignement peut être très droit, mais le véhicule tire pour une raison, exemple, un étrier de frein qui commence à coller, un problème de tête d'amortisseur qui commence à coller. Ça va faire tirer un véhicule, mais on ne le verra pas nécessairement facilement dans une vérification de conduite. Ah, des fois, ça prend certains types de bosses pour savoir qu'il y a un petit jeu dans la suspension. Exactement. Donc ça, on ne peut pas le voir juste avec un simple petit essai routier. Puis je trouvais ça important de parler de la direction, de la suspension. Les freins en font partie parce que souvent, les gens, on va faire des changements de frein. Je vais te donner cet exemple-là. On fait des changements de frein, puis le client nous dit « Colin, ça n'a pas duré longtemps. Il me semble que ça fait pas longtemps que j'ai changé mes freins, puis j'étais encore obligé de les refaire. » C'est pas nécessairement la qualité des freins qui est le problème, c'est les restes des composantes du véhicule. Une suspension qui ne travaille plus adéquatement va faire en sorte que ça va solliciter les freins beaucoup plus que quand le véhicule était neuf. Exemple, des amortisseurs, passés 80 000 km, leur maximum où il était le plus performant est passé. Est-ce que ça veut dire qu'à 81 000 km, on change des amortisseurs? Bien non. Les amortisseurs, on peut passer 100, 120 000 km. Par contre, quand on arrive, exemple, puis dans cet exemple ici, on a un boudin qui est cassé parce que la tête d'amortisseur qui se trouve en haut est saisie. Le boudin, au lieu de virer sur les roulements de roue, il se tord, il fait de la torsion, il va finir par se casser. Les gens vont dire « Ah, remplace le boudin du côté gauche. » Est-ce que c'est grave? La réponse, c'est non. Mais est-ce que ça va donner une performance, une bonne performance pour le véhicule? C'est sûr que c'est non. Comme souvent les gens disent, ça change comme des souliers. Ça change en paire. C'est rare qu'on change juste un soulier sur un bar. Ça donne pas un bon résultat. Dans les amortisseurs, dans les roulements de roues, toutes ces choses-là, il faut prendre en considération que le côté droit et le côté gauche ont la même durée de vie, à sens similaire. Donc, c'est important de voir ça.
de plus en plus, les fabricants nous arrivent avec des pièces complètes, un assemblé complet comme on a ici. On a l'amortisseur, on va avoir le ressort, on va avoir la tête d'amortisseur. C'est vraiment l'idéal. C'est la paix d'esprit, là. Tu as tout ensemble. Exactement. Parce que tu changes l'amortisseur, pas longtemps après, ça va être le boudin. Non, tu vas le faire de toute façon. Oui. Puis, il faut s'entendre. Si je change seulement le boudin, parce que le boudin est cassé, puis on dit au client, vous devriez changer les deux côtés, le véhicule a 125 000 km. Ça veut dire que les amortisseurs ont travaillé pendant 125 000 km. On peut mettre des ressorts, mais le temps d'homme, la main-d'œuvre va être plus élevée parce qu'on se doit de sortir la jambe de force au complet, d'enlever le boudin, de venir replacer le boudin et de réinstaller la pièce. Quand j'arrive avec une pièce complète comme ça, qui, oui, est un peu plus chère, mais va être plus rapide au niveau de la main-d'œuvre. Fait que c'est très important de s'informer auprès de notre garagiste quelle est la meilleure option pour nous et de changer amortisseur, boudin et tête d'amortisseur, mais on repart en un. Absolument. Puis, comme vous êtes dans le coin, j'imagine que vous regardez aussi les éléments de direction. Effectivement, puis il y a plusieurs pièces qui composent la direction, la suspension d'un véhicule. On va regarder, on va parler en anglais, les bushings, les ball joints. C'est toutes des choses qui sont super importantes. Puis quand on a un lousse, malheureusement, dans une de ces pièces-là, les barres stabilisatrices, c'est que ça va créer une usure inégale ces pneus. De là, l'importance d'avoir une direction solide, de faire vérifier sa direction. La suspension, malheureusement, on n'a pas toujours des indices, des amortisseurs qui coulaient puis qui disaient « Ah, l'amortisseur est défoncé ». C'est pas toujours le cas. Fait qu'il faut travailler avec le millage. Il faut travailler aussi avec l'aide du client qui va nous expliquer comment son véhicule se comporte. Ça va nous aider beaucoup. Vous vérifiez aussi le reste du dessous du véhicule. Oui, le plus possible. Je pense que vous le savez, avec les nouveaux véhicules, il y a beaucoup de plaques protectrices. Je pense que c'est arrivé à tout le monde dans le passé qui suivait un véhicule puis qui avait de quoi qui pendait sur le véhicule. Ça vient un peu, je vous dirais, prolonger notre travail en tant que mécanicien, là, en tant qu'entreprise. Juste l'accessibilité aux composantes. Il faut défaire pratiquement tout le dessous du véhicule. Effectivement, c'est pas rare, surtout avec les nouveaux véhicules, qu'on se fait dire « Il semble qu'il est long un petit peu, mon changement d'huile », mais juste d'enlever les protections qu'il y a sur le véhicule. Des fois, on peut prendre 15 à 20 minutes pour faire ça. Et c'est la même chose un peu pour les éléments de direction, les éléments de suspension. On se doit si on veut faire un travail de qualité, on se doit de prendre le temps d'enlever ces protections-là. À la base, Danny, ce qu'il faut rappeler, c'est de faire bien vérifier son dessous de véhicule, ses composantes de suspension, et d'être à l'affût de son véhicule et de vous donner l'information si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct avec son auto. Effectivement, d'écouter son véhicule puis d'en parler avec votre mécanicien. Un silencieux qui est défectueux ou un système d'échappement qui est défectueux, tout le monde entend ça. Mais un petit cognement ou un véhicule qui se comporte étrangement sur la route, avec l'aide du propriétaire du véhicule, on est en mesure de rendre de meilleurs diagnostics puis de faire un meilleur travail. Danny Bellil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Daniel. Parmi les vedettes de la famille Toyota, il faut évidemment compter sur la Camry. C'est un véhicule qui est extrêmement populaire aux États-Unis, assez populaire au Canada aussi, ce qui fait que quand la compagnie a décidé de la renouveler pour une 9e génération, il fallait être prudent. Prudent, c'est vrai, mais pas trop non plus, puisqu'il fallait amener quelques innovations qui la rendraient encore plus populaire, encore plus attirante pour les foules. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Du nombre des changements les plus importants, évidemment, il y a une question de design. On le sait, Toyota a décidé de se lancer dans des designs beaucoup plus agressifs. On le voit surtout dans la partie avant, avec un capot plongeant, une grille de calandre redessinée, beaucoup plus massive, mais tellement agréable à regarder. Des phares qui sont faits en forme de C, qui sont tout à fait faciles à identifier, même à distance. Bref, on est dans une Camry, mais une Camry améliorée, redessinée et beaucoup plus moderne. Évidemment, nous, on a une version XLE, qui est la version la plus haut de gamme. On compte donc sur des roues et des alliages différents. Chacune des versions a son propre jeu de roues et son propre jeu d'alliage. Malheureusement, les roues en option les plus belles sont réservées aux États-Unis. Parmi les autres grandes nouveautés, bien entendu, il y a différents éléments au niveau de la motorisation. D'abord, il faut savoir que toutes les nouvelles Camry seront disponibles uniquement avec une motorisation hybride. Sous le capot, un moteur 4 cylindres 2,5 litres qui est jumelé à une motorisation électrique. Encore une fois, aucune recharge, aucune autonomie électrique. On est là pour améliorer la consommation de carburant.
Cependant, ça donne une voiture qui est assez puissante. On parle de 226 chevaux dans la version à 2 roues motrices. Et attention, parce qu'il existe aussi une version à traction intégrale qui, elle, est un peu plus puissante, 232 chevaux. La différence, en fait, elle provient de la présence d'un moteur aux roues arrière, un moteur de 30 kW qui fonctionne au besoin, bien entendu, non seulement quand la chaussée est glissante, mais aussi quand on décide d'avoir une conduite un peu plus dynamique. Ça donne donc une nouvelle stabilité à la voiture. Elle est très agréable, elle est facile à conduire, elle est surtout totalement silencieuse puisque le véhicule, il faut le rappeler, offre une portion électrique, ce qui permet d'avoir des accélérations rapides, un couple abondant rapidement, mais surtout le tout dans un grand silence. On a aussi amélioré l'insonorisation considérablement. On a même mis des vitres laminées qui permettent donc d'avoir une fenêtre acoustique beaucoup plus insonorisante. Dans l'ensemble, on est dans un habitat qui est donc beaucoup plus silencieux et beaucoup plus confortable. En parlant de l'habitacle, il faut aussi constater qu'on l'a considérablement modernisé. Évidemment, je le répète, on a une des versions les plus élevées qui mise à la fois sur un recouvrement de cuir et de microfibre. C'est une combinaison qui est assez unique à la XLE. Les versions SE et XSE ne disposeront pas de ce jumelage. En revanche, à l'intérieur, on a un grand écran qui affiche le nouveau système d'infodivertissement de Toyota, beaucoup plus facile, avec Android Auto et Apple CarPlay, sans fil, ce qui est très agréable pour se diriger, surtout quand, comme moi, on fait l'essai dans la région de San Diego, qu'on connaît peu. Il y a aussi évidemment une recharge par induction pour le téléphone. On a amélioré la position du téléphone, ce qui évite qu'il se promène un peu partout et qu'on le perde en roulant, ce qui est une excellente chose. Pour le reste, on se retrouve dans un habitacle qui est assez connu. Oui, il y a un petit peu d'amélioration, bien entendu, mais c'est une ergonomie qui est familière si vous avez déjà une Toyota. Et dans l'ensemble, c'est surtout la position de conduite qui permet d'avoir une randonnée très agréable, peu importe la distance que l'on parcourt. Il y a aussi un peu d'espace à l'arrière, il faut le préciser. Je me suis assis à l'arrière, c'est suffisant pour à peu près n'importe quel type de passager. Et bien sûr, il y a une valise que l'on connaît bien du côté de la Camry, ce qui permet d'amener suffisamment de valises pour passer quelques jours à l'extérieur. C'est donc un véhicule qui est assez bien ficelé, la qualité de finition y est, et bien entendu, la qualité de la conduite aussi. Ce n'est pas une voiture sportive, évidemment, mais c'est quand même un véhicule qui se comporte très bien sur la route, qui a une assise extrêmement intéressante et qui nous permet de faire une conduite semi-dynamique, disons-le, mais tout à fait efficace. On vous le dit, toutes les versions de la Camry sont disponibles avec un moteur hybride seulement. Certaines ont un rouage intégral, d'autres sont à traction avant, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est bien équipé. Évidemment, le prix est un peu à l'avenant, puisque le prix de base de la version la moins chère, la SE, est à 34 300 $ et la plus élevée, comme celle que j'ai avec moi, est à 44 950 $. Bien sûr, il y a une longue liste d'accessoires qui s'ajoutent au fur et à mesure des versions, allant de l'affichage tête haute au système de sécurité TSS 3.0, c'est-à-dire le Toyota Safety Sense 3.0, un système qui ajoute un bon nombre d'assistances à la conduite et d'aide, notamment au maintien en voie et à toutes sortes d'aides de cette façon. Bref, on a fait des éléments fort intéressants avec cette Camry. Elle sera encore plus agréable à conduire qu'elle ne l'était. Est-ce qu'on parle vraiment d'une révolution? Pas vraiment, mais c'est certainement une très belle évolution et je pense qu'elle va avoir le succès qu'elle a toujours connu. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien. Alors aujourd'hui, tu vas me parler de certains produits à application spécifique et qui vont grandement aider. Bien là, les moustiques sortent, là, surtout celui-là, le premier qu'on va parler. On s'attaque aux moustiques, puis ça, c'est pas toujours facile. Bien, les insectes, hein, on le sait, souvent, j'ai même amené une éponge à insectes. Souvent, on passe ça sur le véhicule. Si vous utilisez vraiment ça, mouillez-les, là. Si vous ne voulez pas égratigner, c'est vraiment important. Par contre, avec le nettoyant pour insectes que Silverwax a, on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est ça qui est intéressant. L'important, c'est qu'il faut que la surface soit froide. Ça veut dire que si votre véhicule est foncé et qu'il est chaud, bien, rincez-les à l'eau, refroidissez-les. On a juste à vaporiser le produit partout où il y a des insectes, que ce soit dans la vitre, que ce soit sur les miroirs ou dans le devant.
vous les vaporisez, vous le laissez agir 1 à 2 minutes, puis vous donnez un petit coup de mitaine, c'est fini, ça va tout tomber, vous n'aurez pas besoin d'éponge à moustiquaire. C'est ça, même dans le pare-brise? Oui, même dans le pare-brise. Parce qu'il y en a là, qui finissent pas par partir. Ah, ça va partir, ils coulent quasiment. Quand tu vaporises le produit puis tu le laisses vraiment agir, ça dilue complètement. J'ai vu, moi, utiliser ce produit-là sur des gens qui arrivaient de la Floride là, avec ça, puis le devin était à plein. Puis ça partait tout, ça part. C'est le produit pour insectes, vraiment, mais il ne faut pas oublier la surface, il faut qu'elle soit froide. C'est le secret pour que vraiment le véhicule revienne très, très beau. Sur les pare-pierres et tout ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça n'endommage absolument rien. Notre problématique en chimie, c'est justement ça. De nettoyer une saleté, on est capable. C'est de ne pas endommager la surface qu'on nettoie. C'est toujours ça qu'il faut penser. C'est ça le défi. Oui. Réussi pour le produit pour insectes. L'autre produit, peut-être qu'on l'utilise juste après avoir utilisé celui pour insectes, c'est nettoyer ses vitres. Oui, bien ça, c'est un traitement perlant. OK? C'est un produit, ce qui est intéressant, c'est que quand la minute que tu roules 90-100 km/h, s'il pleut, tu n'as pas besoin de tes essuie-glaces avec ça. Ça, je trouve ça magnifique. La minute que je pars en voyage, où je sais que je vais faire la grande route, moi, je mets une couche de ça. Et c'est bon pour jusqu'à 4 mois facilement. Une application. Comment est-ce qu'on l'applique? On nettoie notre pare-brise avant, donc? Oui, on nettoie. On prend un nettoyeur à vitre, on le met parfait. Ensuite de ça, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on se prend un linge. Ça fait partie un petit peu du secret. C'est un micro-vitre en passant. Ceux qui veulent nettoyer des vitres puis qui ont de la misère, ça peut être le linge. Mais pour utiliser le traitement perlant, c'est parfait. Tout ce que je fais, c'est que j'en vaporise dans la vitre, j'en vaporise sur mon linge, je l'applique, je fais les deux côtés, bien entendu. Et après ça, je reviens pour l'essuyer. Par contre, je prends un autre linge, je le mouille, je le tare, qu'il soit juste humide et j'essuie ma vitre avec ça. Okay. Ça marche parfaitement, ça perle pour des mois. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend quelques minutes à installer. Est-ce que c'est spécifique à la vitre ou on peut l'utiliser sur nos phares, par exemple? Bien, les phares sont faits en plastique. C'est pas recommandé pour le plastique. C'est uniquement pour la vitre. On peut faire toutes les vitres. Hein. Si on a un toit panoramique, si on a nos vitres de côté ou la vitre arrière, il n'y a pas de problème avec ça. On peut l'appliquer. Mais l'effet est vraiment le fun. Tu n'as pas besoin de faire marcher tes essuie-glaces. Tu le vois, tu commences à rouler un petit peu, puis tu vois l'eau au lieu de rester collé dans la vitre, à part, carrément. On économise des essuie-glaces avec ça. Autre produit, puis ça, on en voit de plus en plus sur les voitures. Moi, je pensais que ça allait disparaître à un moment donné, mais au contraire, on semble en avoir et en mettre de plus en plus. Moulure non-pain. Oui, restaurateur de moulure non-pain, c'est un produit que je recommande d'appliquer quasiment dès qu'on a le véhicule. Parce qu'en réalité, on le sait, le plastique, les moulures non-pain, ils blanchissent. Veut pas, avec le temps, le soleil, si on ne fait aucun traitement, on va les perdre. Puis surtout, il ne faut pas mettre un brillant à pneu là-dessus. On va brûler le plastique. Il y a des solvants là-dedans. On ne fait pas ça, que ce soit... Ça, c'est temporaire. C'est très temporaire. Très temporaire. Fait que le restaurateur de moulure non-pain qu'on a fait, nous autres, je le recommande de le mettre immédiatement. Puis on va mettre ça à quoi? Tous les 3-4 mois à peu près, puis vos plastiques vont toujours être beaux, toujours être beaux. Puis c'est vraiment simple d'application. L'affaire la plus importante, c'est qu'il faut que votre plastique soit complètement sèche. Fait qu'une fois que vous l'avez lavé, vous assurez qu'il est chaud. L'idéal, c'est de le mettre au soleil. D'habitude, on dit de ne pas appliquer rien au soleil, mais lui, on dit, mets la voiture au soleil, quand elle est chaude, là, tu appliques le produit, il va rentrer dans les pores du plastique et il va durer longtemps. C'est le secret, c'est de l'appliquer quand c'est très chaud. Et lui, il ne fera pas blanchir les moulures. Au contraire, il va redonner la couleur. Bien souvent, même ceux qui commencent à le perdre, qui commencent à blanchir, mettez-en une couche, puis vous allez voir une nette amélioration. Dernier produit, le produit qu'on doit avoir, ça, c'est le produit obligatoire, là, de base, fait partie de l'équipement de base. Ce petit produit-là, c'est miraculeux. Ah, bien ça, c'est quelque chose que j'ai dans mon coffre à la maison. Tu n'as pas le choix dans ton petit kit de nettoyage. À un moment donné, il arrive une égratignure mineure, tu as accroché ou quelqu'un t'a accroché légèrement. Bien, un manteau. Un manteau, n'importe quoi. Des fois, ça peut être des bagues, des poignées de porte ou quoi que ce soit. L'éliminateur d'égratignures mineures, ça fonctionne. L'important, c'est qu'il ne faut pas que l'égratignure soit défoncée. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir le blanc dans le fond de l'égratignure. C'est très, très important. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est rendu à la couche d'après le primeur. Mais si on n'est pas là, ça s'enlève très facilement. Tout ce que ça nous prend, c'est un petit tampon applicateur, tout simplement. On en met la grosseur d'un 2 $, puis on va faire des petits cercles. On va mettre une petite pression. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on peut le faire une fois. Puis il en reste encore un petit peu. On peut le faire une deuxième, une troisième, puis une quatrième fois. Il n'y a pas de problème avec ça. On n'endommage pas la carrosserie. Tu ne peux pas défoncer qu'un produit comme ça. C'est fait à la main, c'est pas mécanique. Fait que c'est pratique. Moi,
T'sais, quelle voiture n'a pas un jour une égratignure? Ça n'existe pas. Non. Ça finit toujours par en avoir une. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Voici de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, on commence avec quelle nouvelle? Honda, je crois? La Honda, le retour de la Honda Civic hybride. On sait que la Honda Civic, a été refaite. On est arrivé avec un modèle revampé un peu. Mais là, on applique cette recette-là à la version hybride. Un véhicule qui va être construit en sol canadien, à l'usine d'Alliston en Ontario. C'est pas la première fois, évidemment, qu'elle est assemblée là. Précisons quand même que la selle hybride, mais à haillons, elle va être fabriquée aux États-Unis. Donc, c'est pas la même usine qui va faire les deux. Écoute, on parle de 4 versions, bien sûr. La LX, la Sport hybride et la Touring. Toujours version hybride. 4,8, 4,9 litres au 100 de moyenne prévue. Ce qui est quand même intéressant, d'autant, et ça, c'est ce qui m'a le plus étonné, qu'on arrive avec une puissance de 200 chevaux. C'est-à-dire l'équivalent de la SI. Oui, c'est ça. Là, ça commence à être le fun. Alors, à 4,8, 4,9 pour une SI, ça commence à être effectivement très intéressant. Bien sûr, petit moteur turbo 1,5 litres qu'on connaît bien du côté de chez Honda. 232 livres-pieds de couple, c'est 40 de plus que ce qu'on connaissait déjà, ce qui est ça non plus pas du tout négligeable. 2 moteurs électriques qui vont permettre donc d'aider au freinage, à la décélération. On va recharger, bien entendu, parce que, rappelons-le, ce n'est pas une hybride branchable. Et autre élément, on va intégrer Google à l'intérieur comme système d'infodivertissement. Donc, ça va rendre tout ça plus facile. La voiture est supposée arriver quelque part cet été chez nous. Ce qu'on n'a pas, c'est le prix. J'allais dire, ce qui fait peur, c'est le prix. Et honnêtement, quand on regarde je dirais la tendance actuelle chez Honda, les prix qu'on a mis vraiment très élevés, entre autres, rappelle-toi, le CR-V hybride qui est à 51 000 ça risque d'être assez élevé. Donc, on n'en sait pas plus, malheureusement. Bonne nouvelle, il y aura effectivement une Civic hybride. Mais ils ont un bon système hybride chez Honda qu'on n'a jamais été capable de commercialiser à haut volume. Non. Ça a toujours été des véhicules qui ont resté avec de très faibles ventes, avec un bon système. Un système, il faut le rappeler, qu'on place le moteur, il l'appelle le IMA, donc on le place entre le moteur et la transmission. Donc, ça, c'est parfaitement emboîté les deux. C'est un système qui a été fiable, mais à chaque fois qu'on l'a présenté dans une voiture, il semble que ça ne fonctionne pas chez Honda, puis on en vend à haut volume. On n'est pas à 1 centime de Toyota avec leur hybride. C'est trop cher. Le problème, en fait, c'est qu'il y a trop d'écart de prix entre les versions hybrides et les versions standards. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt. Là, l'intérêt qu'on peut avoir, c'est la puissance supplémentaire. Vraiment, les 200 chevaux, ça risque d'attirer une certaine clientèle qui n'aurait peut-être pas regardé ce genre de véhicule-là auparavant. Mais quand même, tu as raison. Espérons qu'on y va avec plus de conviction. Ce système-là n'est pas supposé d'être très dispendieux. Non. C'est pas un système très dispendieux, puis c'est le même système qu'on connaît depuis fort longtemps. Alors qu'on le place dans un Inside, qu'on aurait d'ailleurs dû appeler Civic, l'ancienne génération hybride. Bref, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire, mais tu as raison, c'est au niveau du prix que ça va jouer. Ah oui, puis il faut attendre encore quelques semaines. Toujours du côté des hybrides, mais cette fois-ci, du côté des hybrides rechargeables, c'est GM, tu le sais, qui a annoncé depuis un bon bout de temps que, oui, l'électrique, l'Equinox va arriver d'une semaine à l'autre, le Blazer arrive toujours au compte-gouttes. Le Lyriq aussi arrive au compte-gouttes. Mais là, on nous avait promis des véhicules hybrides rechargeables. Et là, on a la date, c'est 2027. On sait que ça va arriver en 2027. C'est Mary Barra qui l'a affirmé elle-même dans une entrevue du Detroit News. Aux surprises, c'est aussi l'année où les normes environnementales vont changer aux États-Unis et où il y a des obligations de résultats pour tout le monde. Donc, étrange coïncidence, me diras-tu, mais donc c'est vraiment là, en 2027 que vont arriver les nouvelles hybrides rechargeables du côté de chez GM. Juste imaginer si on avait prolongé, si on avait gardé la Volt, puis qu'on avait changé, qu'on l'avait amélioré, peut-être même augmenté un peu l'autonomie. On était déjà 1000 en avant de tout le monde du côté de chez GM. Et là, on a pris du recul, a pu finir.
J'espère qu'on va revenir à un niveau quand même intéressant, puis j'en doute pas. Mais on avait déjà la technologie, puis on l'exploitait bien. Et on était premier au niveau des ventes des voitures électriques. Et bon, ils se sont plantés. Bref, voilà, c'est un choix. Est-ce que tu es de bonne humeur, Daniel? Pas pire. OK. La prochaine nouvelle, je ne suis pas sûr que tu vas le rester. Mustang 4 portes. Mustang. et honnêtement, c'est même pas une blague. Voyons, c'est pas une blague. C'est pas une blague, pas du tout. C'est Jim Farley qui, lui-même, en entrevue au magazine britannique Autocar, a confirmé qu'il y aurait vraisemblablement une berline Mustang qui s'en venait. Mustang 4 portes. Bon, ce qu'il dit, c'est nous ne construirons jamais une Mustang qui n'est pas une Mustang. Par exemple, il n'y aura jamais un petit VUS à 2 rangées portant l'emblème de la Mustang. Mais est-ce qu'on pourrait envisager d'autres formes comme 4 portes? Je crois que oui, à la condition que de tels modèles conservent la performance et l'attitude de l'original. Ça sent le désespoir. Bien, ça sent le désespoir. Tu peux pas faire une Mustang. Puis, je comprends chez Ford, le nom Mustang est vendeur, puis tu as le goût de le placer sur toutes les voitures parce que tu vends des autos. Mais ça sent le désespoir parce qu'on ne veut plus faire de berline du côté de chez Ford. On sait qu'on n'a jamais eu de succès. Puis là, on dit, bon, ben, on va mettre le nom Mustang, puis on va faire une berline. Puis, quoi, t'as dit tantôt, là? Pas de VUS. Ben, attends. On disait pas de Mustang 4 portes, puis là, il l'envisage. Oui, attends, on va arriver. C'est ridicule. Puis je le répète, la Mach-E, je l'aime, le Mach-E. Oui. C'est un bon véhicule qui est le fun à conduire. Puis je l'appelle Mach-E, mais là, il faut enlever le nom Mustang, mais bon. Je savais que ça t'inspirerait, Daniel. C'est épouvantable. On va aller du côté un manque d'imagination comme ça, là. Les gens, toi, tu voulais les envoyer dans le coin à un moment donné, au début de l'émission. Les autres, ils mériteraient vraiment non seulement de l'envoyer dans le coin, mais de se faire congédier. Il faut être un peu plus imaginatif que ça. Parlant d'imagination, Mitsubishi a présenté cette semaine, la semaine dernière, en fait, à ses concessionnaires canadiens et américains, son programme qui s'appelle Momentum 2030. Et attention, Mitsubishi s'en vient fort. On nous promet un nouveau modèle par année d'ici 2030. Ce qui n'est pas rien. Et on a publié une photo avec plein de modèles différents en silhouette, évidemment. On n'a pas tous les détails. On ne sait toujours pas ce qui va se passer avec le RVR. On ne sait toujours pas ce qui va se passer avec la Mirage, mais on sait qu'on aura donc d'autres véhicules qui s'en viennent. Et ça ne tient même pas compte de la camionnette prévue avec Nissan. Donc, beaucoup de développement pour Mitsubishi. C'est une excellente nouvelle. Ça a été long, l'alliance, avant de prendre forme. Puis je pensais que les véhicules allaient arriver un peu plus vite que ça. Mais ils ont fait le même type de présentation que Nissan. Exactement. Nissan a fait avec ses véhicules cachés, là, ça se ressemblait énormément. Oh oui. Alors là, maintenant, on voit que l'alliance prend forme puis qu'on va avoir l'explosion de véhicules. Et c'était la première fois que les concessionnaires canadiens et américains étaient réunis au même endroit pour une annonce. Depuis que le retour de Mitsubishi. Bien, tant mieux pour eux, parce qu'ils ont fait du bon travail avec le PHEV et avec la Outlander. Puis je suis persuadé que c'est pour ça que le marché nord-américain est récompensé. Tout à fait d'accord. Une dernière toute petite nouvelle. Est-ce que tu as hâte de conduire la Polestar 18? 18? Ouais, on est rendu à 4, là. Oui, 5 en fait. Mais ils sont en train de présenter. La photo qu'on présente en studio, c'est la Polestar 5, qui est un concept. Le problème, en fait, c'est que Polestar a décidé de faire comme Apple et vont appeler tous leurs modèles avec des numéros. Ce qui fait que la prochaine va être la 6, la 7. Et éventuellement, quand il y aura des nouveaux modèles, on va passer à 12, 14, 18. Donc... Pas sûr, on va être là encore pour la 18. On va commencer par la 3 puis la 4, là. Mais on verra. Mais effectivement, donc... On va peut-être se rendre à 10, là. Alors, si vous êtes mêlés dans les noms de voitures, vous n'avez pas fini avec Polestar, je vous le dis. Bien, j'aime mieux les numéros comme ça qu'on met Mustang sur tous les véhicules. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Voilà, on s'arrête à Virage Urbain. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage.
sommes de retour au Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Alors, Marc, aujourd'hui, on en a quand même certaines questions intéressantes. On va y aller immédiatement. On va faire tout de suite la question de Francis. F-150 2016 en aluminium, il le précise. Okay. 155 000 km avec le moteur 5 litres. Est-ce que c'est un bon achat? Je ne fais pas beaucoup de kilométrage par année. Le moteur en aluminium, la carrosserie en aluminium fait qu'il n'y aura pas de corrosion. Donc ça, déjà, ça vous donne une certaine... Un camion qui va rester beau longtemps. Ça, une certaine garantie. Pas beaucoup de kilométrage. Moteur 5 litres, là, c'est un moteur qui n'a pas de problème non plus, qui est hyper gourmand, hein, on va se le dire. Là. Ça boit comme un trou. Mais au-delà de ça, c'est un moteur qui est très fiable et puis qui est tout à fait correct. Le petit bémol, peut-être pour 2016, c'était la transmission, qui a eu quelques petits soubresauts d'irrégularité, je te dirais. Donc, évidemment, peut-être vérifier ça, mais dans l'ensemble, c'est pas un camion qui va avoir des problèmes. Essai routier, inspection, s'assurer qu'il a été bien entretenu, tout simplement. Et pour le reste, vraiment, je suis comme Marc, il n'y a pas de trouble. Guy, il dit un Honda Accord 2014, 97 000 km, propre, 8 pneus. Bon, quand on a 8 pneus, là, déjà, c'est bien parti. Juste à acheter des pneus, ça, tout le temps. Alors, mais pour ce qui est d'un Dakar, encore une fois, un essai routier, tout simplement, puis si le véhicule va bien, je pense que j'aurais pas... On n'a pas le prix, je pense, par exemple? Non, il n'y a pas de prix. C'est sûr qu'une Honda Accord, c'est toujours... ça va être un peu plus cher parce qu'il y a effectivement un marché très fort au niveau de l'occasion. Mais oui, c'est quelque chose à considérer. Une voiture sans trop de problèmes. Karine regarde pour une berline électrique modèle 3 i4. Elle ne veut pas de Ioniq 5 de V6, donc pas les genres de sport utilitaire. Quel choisir et est-ce que dans un avenir proche, il va en avoir plus de berlines électriques? On l'espère. Bon, je vous dirais que techniquement, la réponse est oui. Il devrait en avoir plus. Quand, c'est un autre débat. On sait qu'il y a la ID7 là, qui arrive chez Volkswagen en ce moment, au moment où on se parle, où on est en onde. C'est par contre quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus volumineux. La i4, écoutez, moi, je suis en amour avec la i4, la i5. Ce sont des voitures qui sont tellement agréables à conduire. On n'a pas fait chez BMW de compromis en faisant une voiture électrique. T'sais, dans d'autres cas, je pense à la Volkswagen ID4, par exemple, où on la conduit, mais c'est pas une Vaux. Il y a comme une perte de sensation. Du côté de chez BMW, on n'a pas fait ça. On a maintenu vraiment la personnalité très dynamique. Donc, pour moi, ça, c'est un excellent choix. Tesla, j'ai toujours de la misère à recommander ces voitures-là. Non pas parce que la mécanique... La nouvelle 3, je suis un peu plus ouvert. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a tout ce qui vient avec. Tu sais, tout le service avec les doutes qu'on a. Puis, donc, c'est pour ça que j'ai plus de difficulté à recommander le véhicule lui-même. Non pas pour sa qualité propre, mais pour ce qui est autour. Alors que BMW, on connaît bien tout l'ensemble. Absolument. Philippe, il dit à quoi va ressembler la prochaine Bolt? Est-ce qu'elle va rester pareille et aussi petite? Et encore une fois, est-ce que GM va faire des berlines? Parce que là, on fait que des SUV. On ne peut pas acheter de berlines. Puis on nous accuse d'acheter juste des SUV. Écoutez, on n'a aucune idée à quoi va ressembler la prochaine Bolt. On espère qu'elle va sortir en 2026. Je dis bien espère parce qu'il n'y a pas de confirmation là-dessus non plus. On ne sait pas du tout de quoi elle aura l'air. Pour le reste, quand elle va des berlines, honnêtement, moi, je ne gagerais pas ma chemise là-dessus parce que le marché, il n'est pas là actuellement. Même si on triche un peu avec la notion de VUS, hein, quand on pense à un Ioniq 5, qu'on appelle ça un VUS, c'est d'étirer un peu la sauce. Mais effectivement, il n'y aura pas tant que ça de nouvelles berlines. Je serais très étonné que du côté de GM, on se relance dans ce marché-là. À court terme, moi, je vois arriver la Bolt électrique chez GM. Ensuite, je crois que l'hybride et le branchable va prendre la place. Exactement. Puis ça va être le cas pour tous les gros véhicules. On va surtout miser sur les hybrides branchables avec les Yukon, ces trucs-là qui vont permettre justement d'aller chercher une autonomie électrique. Alors, je ne pense pas qu'il va y avoir un marché de développement du côté des berlines. Parce que l'objectif 2030, Louis nous dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de véhicules électriques puis que les compagnies arrêtent la production de véhicules électriques? Oui, c'est vrai. Alors, l'objectif des gouvernements qui ont été et qui ont dit à peu près n'importe quoi encore en termes de lois et de règlements, qui n'ont pas regardé ce qui se fait aux États-Unis et dans quelle direction ils s'en vont, parce qu'avec leurs normes, ils ont ouvert la porte à la fabrication de voitures hybrides et hybrides branchables, tandis que nous, on a dit, 2 millions de véhicules en 2030 et en 2035, il n'y en a plus.
on va devoir revoir un peu nos objectifs parce que là, l'industrie automobile change un peu. Puis c'est pas par hasard. C'est la demande, tout simplement, qui n'est plus là. Donc, la demande n'est plus aussi forte. La voiture électrique va continuer, va perdurer dans le temps, mais au niveau de la demande... En fait, le problème actuellement, c'est qu'on est dans la période charnière où on doit conquérir le marché des gens qui ne sont pas convaincus par la voiture électrique. Et je pense que l'alternative entre les deux, ce qui va permettre de faire la transition, ce sont des hybrides, surtout des hybrides branchables, en fait. Absolument. C'était la logique, de toute façon. Oui, dès le départ. C'était la logique. On a juste comme voulu aller trop rapidement du côté du tout électrique. Et Ben ça oui, pas puis les nécessaire. gouvernements ont pris la balle au bon, puis on a voulu se faire du capital politique. Bon, puis passer pour... On fait jamais ça, voyons, Daniel. Ils font ça depuis que la voiture électrique, depuis que même on parle de la voiture électrique, qu'on l'utilise comme capital politique. Bon. Hyundai Tucson 2016, 118 000 km. On demande 16 000 118 000 km. Inspection des freins, peut-être regarder et s'assurer que les freins sont en bon état. C'est peut-être mon conseil. Moi, tu vois, j'ai vérifié, voir s'il y avait eu des problèmes majeurs, là, parce qu'on en discutait un petit peu avant l'émission. Puis il n'y a pas eu de problème avec ce véhicule-là nulle part. Donc oui, un bon choix. Très bon choix. Très bon choix. On n'a rien à dire. Il y a Robin. Pourquoi on n'a plus de Golf? Lui, Robin, il n'aime pas ça, là. Volkswagen, ça fait un certain temps. Il est vraiment pas content de ça parce qu'il y en a eu 3 avant l'âge de 28 ans. Il aime les Golf, il aime la voiture. Et là, on l'abandonne, puis on abandonne encore une nouvelle version, je pense. Donc, la version R et GTI, c'est les versions les plus dispendieuses. C'est pas ce que le monde a les moyens de s'acheter. Alors, il est fâché contre Volkswagen. Bien, écoutez, vous n'avez pas tort, mais en même temps, il faut savoir que Volkswagen vendait 6 000 Golf par année la dernière année. C'est même pas suffisant pour couvrir les frais d'importation. Ça ne se vendait plus, la Golf, tout simplement parce que, par rapport à ce qu'elle offrait, elle était rendue trop chère. Puis, tu avais la Jetta qui rentrait dans le compte. Alors, on a tout simplement abandonné ce véhicule-là parce que ça ne se vendait pas. Je vous rappelle qu'une Golf, en Europe, c'est considéré comme un véhicule de luxe. Bien, c'est ça. Alors, chez nous, vendre ça à faible coût, c'est plus pensable. Mais Puis, elle il y a aussi, plus de marché. souviens-toi, on vendait la Golf plus chère que la Jetta. Oui, ça oui. Donc, c'était l'inverse ici parce qu'elle était plus haut de gamme pour chez Volkswagen, ce qu'on avait de la misère à percevoir ici. Exact. Non, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de marché. Il n'y avait tout simplement plus de marché pour ça, même si on est tous d'accord à dire que c'est un excellent véhicule, très agréable à conduire, et que la Golf R GTI, c'est des bons véhicules, mais à 40 quelques mille dollars, c'est pas à la portée de toutes les bourses, c'est clair. Et si vous êtes de mauvaise humeur contre Volkswagen, n'allez pas voir leur gamme de véhicules en Europe parce que là, vraiment, vous allez être fâchés parce qu'ils ont une multitude de beaux petits véhicules là-bas qu'on n'a pas ici. Exactement. Fait qu'un jour, on va nous en importer. Je retiendrai une pas grande mon souffle. berline comme la ID7. Ça, je te dis, Peut-être pas ça que le marché a besoin. Je ne retiendrai pas mon souffle en attendant que Volkswagen nous en amène, parce que je pense que ça n'arrivera jamais. C'est peine perdue. Merci, Marc. Ça m'a fait grand plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.